Et si votre estime de vous n'était qu'un contrat invisible? Un compliment vous fait respirer, une critique, et tout vacille. Si votre valeur dépend du regard des autres, vous êtes peut-être déjà piégé. Dans cet épisode, 3 signaux, 3 stratégies pour en sortir. Je rentrais de France, jeune, inexpérimenté. On me confie la direction pédagogique d'une grande école de commerce à Casablanca. Devant moi, des étudiants à gérer, des professeurs plus expérimentés que moi et un président qui attendait des résultats probants. L'école venait de débuter, sa 3e année d'existence. Il fallait qu'elle se fasse une place, et vite. Briefing répété, entretien quotidien, une pression lancinante sur tout le staff. Pendant 2 ans, j'ai bataillé sur tous les fronts pour prouver ma valeur, pour montrer que j'étais à la hauteur. Mon angoisse était aussi puissante que les performances attendues. Je suis professeur Abdelghani Himani et j'ai vécu de l'intérieur ce que j'appelle le piège de la performance. Dans l'épisode lent publié, nous avons exploré ce piège en profondeur, ses racines, ses mécanismes, ses coûts biologiques. Aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose de plus immédiat. Les 3 signaux qui montrent que vous êtes dedans, dans le piège de la performance, et surtout, comment en sortir. Le premier signal, c'est que votre humeur dépend entièrement de vos résultats. Un compliment vous fait planer pendant 3 jours, une remarque critique vous détruit pendant 1 semaine. Quand j'étais directeur pédagogique, je vivais ça quotidiennement. Le président me félicitait pour une initiative, je respirais. Enfin, jusqu'au prochain briefing où il pointait un problème. Et là, tout s'effondrait. Ce n'était pas une simple déception, c'était un effondrement intérieur. Parce que dans ma tête, l'équation était simple. Bon résultat égale je vaux quelque chose, mauvais résultat égale je ne vaux rien. Les psychologues Jennifer Crocker et Laura Park ont étudié ce mécanisme pendant des années à l'Université du Michigan. Elles l'appellent l'estime de soi contingente. Elles ont montré que les personnes dont l'estime de soi dépend des conditions externes vivent sur des montagnes russes émotionnelles permanentes. Leur bien-être oscille au rythme des événements. Ce qui est épuisant, c'est que vous ne contrôlez jamais vraiment ces événements. Vous êtes à la merci du regard de l'autre, du résultat, du hasard. Reconnaissez-vous ce signal? Cette instabilité qui fait que certains jours, vous vous sentez invincible et d'autres inexistants. Si oui, vous êtes probablement dans le piège. Le deuxième signal, c'est la peur paralysante de l'échec. Pas une appréhension normale, une peur paralysante qui vous empêche d'essayer de nouvelles choses. À Casablanca, j'avais cette peur constamment. Chaque décision devenait un enjeu vital. Proposer une nouvelle approche de l'application de la pédagogie adoptée. Et si ça échouait? Tester un format de gestion d'examen différent. Certains professeurs ne remettaient leur sujet d'examen tellement ils étaient aussi happés par leurs occupations. Et si les étudiants se plaignaient des décisions que je prenais? Je réfléchissais tellement que parfois je n'agissais plus, paralysé par la peur de ne pas être parfait. Carl Rogers, psychologue humaniste, explique pourquoi cette peur est si intense. Dans son travail sur la considération positive conditionnelle, il montre que lorsqu'on grandit en recevant de l'affection uniquement quand on réussit, on apprend une équation toxique, échec égale rejet. Cette équation s'inscrit profondément dans le cerveau. L'amygdale, cette sentinelle émotionnelle dont nous avons parlé dans le premier épisode, traite l'échec comme un danger mortel. Littéralement, pour votre cerveau, échouer à un projet et être chassé du clan par vos ancêtres, c'est la même alarme. Résultat, vous vous censurez, vous jouez petit, vous restez dans votre zone de maîtrise, même si elle vous étouffe. Si vous reconnaissez cette peur, si vous sentez qu'elle dicte vos choix, c'est le deuxième signal.
Le troisième signal, c'est lorsque vous passez votre temps à vous comparer aux autres. Pas une comparaison occasionnelle, mais une surveillance constante. Leur réussite, leur poste, leur reconnaissance. Et chaque fois que quelqu'un brille, vous avez l'impression de vous éteindre. Face à moi, le président et le secrétaire général, mes supérieurs et néanmoins amis, étaient bien rodés, bien établis dans leur rôle. Moi, le néophyte qui avait pris le train en marche depuis 2 ans déjà, et je me sentais toujours en retard, toujours insuffisant. Cette comparaison est épuisante parce qu'elle ne s'arrête jamais. Il y aura toujours quelqu'un de plus performant, plus reconnu, plus avancé. Les neurosciences montrent que cette vigilance comparative consomme une quantité phénoménale d'énergie cognitive. Votre cortex préfrontal, celui qui devrait vous servir à créer, à réfléchir, est monopolisé par l'évaluation sociale permanente. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est le troisième signal. Alors, comment sortir du piège? Pas en cessant de vouloir réussir, mais en déconnectant votre valeur de vos résultats. Concrètement, voici ce qui m'a aidé à Casablanca. Ma première stratégie, c'est que j'ai identifié mes domaines de contingence. Les situations précises où mon estime vacillait. Pour moi, c'était clair. Les briefings avec le président, les évaluations des professeurs, les résultats des étudiants aux examens. Chaque fois que l'un de ces domaines était menacé, je m'effondrais intérieurement. En les nommant, j'ai commencé à les voir pour ce qu'ils étaient, des indicateurs de performance, pas des indicateurs de valeur. Et j'en parlais au secrétaire général, expert dans le domaine dont l'aide ne se faisait jamais attendre. Ma deuxième stratégie, c'est que j'ai pratiqué l'autocompassion. Christine Neff, psychologue à l'Université du Texas, a passé des années à étudier ce concept. Elle montre que l'autocompassion n'est pas de l'autocomplaisance. C'est se traiter avec la même bienveillance qu'on traiterait un ami qui souffre. Quand quelque chose ne marchait pas à l'école, au lieu de me dire « tu es incompétent », je me disais « c'est difficile, personne ne réussit du premier coup, c'est normal de tâtonner ». Cette reformulation change quelque chose neurologiquement. Elle réduit l'activation de l'amygdale, ce centre d'alarme, et renforce les zones liées à l'apaisement et à la régulation émotionnelle. En ce qui concerne ma troisième stratégie, j'ai cultivé la cohérence plutôt que la conformité. La cohérence, c'est agir en accord avec mes valeurs profondes. Pas ce que le président attendait nécessairement, il avait d'autres contraintes, mais ce qui faisait sens pour l'école et pour moi, purement pédagogique. Chaque fois que je prenais une décision cohérente, même si elle ne plaisait pas immédiatement, je renforçais quelque chose de plus solide que la simple approbation externe. Les domaines de contingence, leurs racines développementales et les coûts biologiques associés forment un tout cohérent. Dans l'épisode complet, je développe les 7 domaines de contingence identifiés par Coker et Park, les racines développementales et les coûts biologiques du piège. Aujourd'hui, quand je repense à ces 2 ans passés à Casablanca dans cette grande école de commerce et des affaires, je ne les vois plus comme une épreuve de performance. Je les vois plutôt comme une transformation. J'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de la perfection de mes résultats, mais de ma capacité à rester cohérent avec mes valeurs, même dans la tempête. Alors je vous pose la question, quel signal reconnaissez-vous chez vous? L'instabilité émotionnelle? La peur de l'échec? La comparaison compulsive? Dites-le en commentaire. Parce que nommer le piège, c'est déjà commencer à en sortir. L'épisode complet explore tout cela en profondeur. Le lien est juste en dessous. Je suis professeur Abdelghani Himani et je vous dis à très bientôt sur Nexus des Savoirs.